faut que ton binôme il soit hyper fort. C'est-à-dire que James et moi, ça a marché parce qu'on avait les mêmes objectifs, qu'on était tous les deux très travailleurs, qu'on avait beaucoup d'ambition. Donc ça marche et tu peux apprendre en chemin, main dans la main. Quand tu apprends un métier avec quelqu'un avec lequel ça fusionne pas de la même manière, bah forcément, il y a des choses qui vont pas cliquer et connecter de la bonne façon. Salut, c'est Mickaël, fondateur de My Music Ads. On a lancé le podcast Parlons musique, parlons business pour tous les passionnés. Suivez-moi et entrez en immersion avec nos invités pour découvrir les dessous de l'industrie musicale. Parcours, entrepreneuriat, conseils, réussite, mais aussi échecs. Ensemble, parlons musique, parlons business. Salut Cécilien. Salut. Merci d'être venu nous voir. Si tu veux bien, pour apprendre un petit peu à mieux te connaître, et après on rentrera dans le vif du sujet, je vais te poser des petites questions, réponses succinctes, et après on démarrera le podcast. Ça marche. Alors pour commencer, ton premier concert. Premier concert, Snoop Dogg, et j'ai fait un malaise au milieu du concert, pour la petite info. Je sais pas si c'était La fumée ou la foule. La musique et moi, on allait avoir une relation un peu particulière, mais en tout cas, je me souviens être tombée avant d'arriver au bar. Et ton tout premier job? Premier vrai job? Non, tout premier, même si c'était un petit job d'été. Je pense j'ai distribué des prospectus dans la rue pour gagner de l'argent pour un opérateur de téléphonie, pour ne pas en citer un. Et ton dernier job, et ton premier job, dans la musique? Premier job dans la musique, indirectement dans la musique, c'était Reed Midem. Donc c'était les marchés Midem, MIP-TV, MIPCOM, dont le Midem qui était un des marchés assez importants, majeurs de l'industrie musicale qui avait lieu à Cannes. Et c'était mon premier vrai job en alternance, mais dans la musique. Et ton dernier diplôme obtenu? J'ai fait une école de commerce en alternance et c'est un master en majeur marketing. Ton poste aujourd'hui? Fondatrice et CEO de Grand Kid. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as la chance de vivre de ta passion? Complètement. Super. Et depuis combien de temps tu arrives à vivre de ta passion justement? J'ai démarré en 2008 et j'en vis depuis, on va dire, 2012-2013. Donc ça fait maintenant une petite dizaine d'années. Et à côté de ton travail, est-ce que tu vas souvent en concert ou en studio? J'avoue que depuis plusieurs années, j'y vais quand je suis impliquée sur des projets. Donc plus par nécessité de projets sur lesquels je bosse que par full passion d'aller voir des concerts. Okay. Et est-ce qu'à côté de tout ça aussi, tu as le temps de faire du sport? J'avais, mais j'en fais de moins en moins. Je devrais en faire de plus en plus parce que je vieillis, mais en vrai, c'est un peu l'inverse qui se passe. Non, pas trop en ce moment. Et ton rapport, justement, quand tu sors ou autre, avec l'alcool ou autre? Ou autre. Ou autre. Non, j'ai jamais vraiment bu. Je peux boire des verres de vin quand je fais des dîners, mais j'ai une alcoolémie très raisonnable et plutôt de soirées festives entre amis qui sont de plus en plus rares. C'est 1 ou 2 week-ends dans le mois. Donc, plutôt un rapport très sain, pas d'alcool la semaine, des fois des week-ends où il n'y en a pas, et donc pas de drogue, pas d'alcool. I'm an healthy woman. Et ton artiste ou ton son du moment? Forcément, je suis obligée de faire de la promo parce que je vais citer l'artiste que je produis. Le dernier album que j'ai produit sur mon label, c'est James BKS, et le son du moment, je dirais, sur son album, c'est un track qui s'appelle Celebrate Blessings. On ira écouter du coup. Un peu de promo quand même. Bien sûr. C'est important. Et merci pour toutes ces réponses. Quand tu nous parles de ton dernier diplôme et de ton job dans la musique, on en parlait un petit peu en off, y a un décalage, comme souvent. Et est-ce que tu te souviens de l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit je veux bosser dans la musique? En fait, on s'en parlait effectivement en off. Moi, j'ai démarré dans l'industrie de la musique d'une certaine façon il y a maintenant plus de 15 ans, un peu plus de 15 ans, donc très jeune, à 19-20 ans. Et il n'y avait pas de plan de carrière, je voulais absolument pas travailler dans la musique. J'étais étudiante à l'époque, évidemment, j'avais 19 ans. J'ai toujours écouté du son, mais pas plus que je ne regardais des films ou pas plus que j'aimais la mode ou la photo. Donc en fait, c'était pas du tout un plan de carrière. Et ça a été juste une rencontre qui est celle avec mon associé.
Ton associé encore d'aujourd'hui. Encore aujourd'hui, qui lui, pour le coup, avait vraiment un plan de carrière pour lui-même puisqu'il était installé aux États-Unis et il produisait pour des artistes depuis déjà 5-6 ans quand on s'est connus. Et c'est via cette rencontre-là que j'ai décidé de m'immiscer un peu dans son business. Moi, j'ai toujours été beaucoup plus portée par le rapport, on va dire, business que le rapport artistique. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre la mécanique plutôt juridique et de montage derrière l'industrie que je commençais un petit peu à toucher du doigt par son biais et surtout de trouver des solutions. Moi, disons que mon cerveau, il fonctionne dans un rapport très pragmatique de si on décide d'être un binôme ou si on décide de bosser ensemble, il faut que je sois quelqu'un qui apporte des solutions à des problèmes ou en tout cas qui fait avancer les choses. Et lui, à cette époque-là, il y avait une config un peu complexe sur son label aux États-Unis. Donc déjà, j'ai mis un pied dans la musique au travers de cet associé qui lui était signé en major aux États-Unis, à Los Angeles. Donc il y avait à la fois le rapport musique, business, mais aussi le rapport outre-Atlantique américain qui n'est pas du tout le même fonctionnement, les mêmes droits, les mêmes codes. Et comme ça se passait pas très bien, l'idée c'était qu'on arrive à sortir de son deal et qu'on développe une activité ensemble, et ça a été ça le leitmotiv. T'es directement rentré dans le dur avec du droit américain et une situation un peu conflictuelle. Et cette rencontre, elle s'est faite comment ? Elle s'est faite via une amie en commun qui nous a connectés sur les réseaux sociaux et on a commencé à échanger. Il est venu en France, on est resté en contact et assez vite on a ressenti qu'il pouvait y avoir un binôme intéressant pour développer des choses. Moi, je connaissais absolument rien à l'industrie de la musique à cette époque-là. T'avais la vingtaine, c'est ça que tu nous disais avant ? Ouais, 19-20 ans. Okay. Ouais. Donc je démarrais, j'allais rentrer en école de commerce. Et j'avais plutôt envie de travailler dans le marketing et pourquoi pas dans un domaine créatif parce que je pense que j'avais ce truc-là et que j'aimais beaucoup plutôt la mode, la photo et finalement la musique m'est tombée dessus. Et quand tu as eu cette première rencontre, je suppose que vous avez commencé à échanger, il a commencé à t'expliquer peut-être ce qu'il faisait. Et toi, tu t'es dit comment je peux m'immiscer dans tout ça pour apporter ma pierre à l'édifice ? Ouais, moi j'étais dans essayons de trouver des solutions ensemble en fait. Je pense que si tout était rose pour lui et qu'il n'y avait pas de problématique, peut-être qu'il aurait fait sa vie dans la musique et que moi j'aurais fait la mienne dans une autre branche. Mais il s'avère que c'est aussi parti de vouloir résoudre un besoin, pour ne pas dire un problème, dans sa manière de se projeter dans sa carrière. Que moi je trouvais que cette personne était hyper talentueuse et que comme souvent beaucoup d'artistes avec beaucoup de talent, une vision dans l'artistique mais aussi le nez dedans, la tête dedans et pas forcément des réponses à des problèmes qui dépassent les artistes et encore plus à cette époque-là qui dépassaient les artistes parce que pas forcément de maîtrise de tout ce qui est le business autour d'eux. Donc moi je suis rentrée vraiment dans une approche très solutions, maker, essayons de trouver des solutions pour sortir de ça. Et ça m'a obligée à avoir un scope assez large, c'est-à-dire, comme tu le disais, rentrer dans le deal US, legal, avec un avocat. Évidemment, on a essayé de faire les choses bien, c'est-à-dire prendre un avocat et être accompagné, puisque j'avais aucunement la prétention à 20 ans, ne connaissant pas cette industrie, de résoudre ses soucis seul. Mais par contre, l'idée, c'était de trouver une méthodologie en place pour y arriver et atteindre un objectif. Donc cette méthodologie, elle est passée par prendre un avocat, commencer à créer finalement une économie en dehors de son cadre qui ne lui convenait plus. Et ça, c'est passé par un truc, je pense, qui est en toi ou pas, un peu de hustler, c'est-à-dire tu vas trouver des opportunités et tu fais en sorte de concrétiser des opportunités basées sur quelqu'un dont tu penses qu'il peut être une source de besoins pour des clients. Ouais, c'est ça veut dire qu'à ce moment-là, toi, tu n'avais pas de connaissances particulières dans l'industrie. Donc parfois, là, tu nous as parlé du côté aller voir un avocat, prendre une consultation auprès d'un avocat. Ouais. Et quelles ont été les autres sources de savoir, en gros, que tu es allé chercher ? Le terrain, l'expérience, me heurter à la réalité du métier, à la réalité de tout l'environnement qu'il y avait autour de lui à ce moment-là, qui était déjà assez
gros, parce qu'on parle d'un producteur qui plaçait, c'est marrant, je parlais de Snoop Dogg sur quel est mon premier concert, mais lui, il avait fait un placement pour Snoop, pour Ja Rule à l'époque, donc il avait déjà un écosystème de gros placements américains, pour des artistes type Akon, voilà, aussi des Français. Donc, la meilleure manière de se confronter au truc, c'est de rentrer le plus possible en 360 sur tous les sujets qui le concernaient. Donc, il y avait évidemment des sujets de producteurs, compositeurs, qui en découlaient des sujets d'édition, qui en découlaient aussi des sujets plus artistiques et INR de comment, d'une certaine façon, vendre sa musique aux artistes. Mais ensuite, ce que nous, on a décidé de développer, en l'occurrence, ça a été de la vendre à des marques et de la vendre à des réals, à des agences de pub, à des boîtes de prod. Donc c'est un peu on entrera le dans le switch sujet de l'approche. Mais en entrera. tout cas, l'idée, c'était de rentrer dans comprendre un peu tous les mécaniques qui étaient autour de lui et mettre le nez dans tout ça. Et toi, du coup, à ce moment-là, tu décides d'arrêter les études ou tu décides de les continuer? Je continue. Tu continues? Ouais, et ça se passe un peu comment? C'est-à-dire que tu rentres en école de commerce et après, tu essaies de trouver de l'expérience Je rentre en école de commerce et je choisis cette école parce que si elle est en alternance, donc je fais tout mon cursus en alternance, donc c'est 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école. Et il s'avère que les 2 dernières années de mon cursus, là aussi, c'était un peu un hasard, mais il n'y a pas de hasard et je ne crois pas au hasard. Je postule à une annonce un peu par défaut, sans réelle ambition ou projection d'un plan de carrière. En plus, cette annonce, elle n'était pas dans ma partie de mon school, mais dans la school internationale qui était à côté. Et c'était pour Reed Midem. Je ne savais pas du tout ce qu'il faisait, mais il s'avère que c'était un des plus gros organisateurs de salons à destination des pros dans les industries créatives que sont, sur leurs 3 principaux marchés, la musique, la télé, le cinéma. Et donc, il s'avère que je fais cet entretien pour de l'alternance dans le cadre de cette école de commerce et je décroche le job assez vite. Et c'est du coup une opportunité de 2 ans où je me retrouve à me déplacer sur des salons musique. À l'époque, je fais la rencontre d'Orelsan qui démarre dans cette industrie et je monte des conférences de presse et je fais le lien entre les artistes, les labels, les producteurs et les attachés de presse et les médias directement. Tout ça au sein de ces salons, c'est ça? Exactement, à Cannes. Ça se passe à Cannes en direct des Energy Music Awards. Et donc, on reçoit un certain nombre de professionnels de la musique et d'artistes. Et moi, mon boulot à l'époque, c'est en tant qu'assistante en alternance de cette structure, c'est vraiment d'aider les équipes de presse et de communication à mettre en place des événements promo et presse pour les gros keynotes qui interviennent, qu'ils soient artistes ou on va dire les personnalités business quoi, qui sont présentes sur les marchés. Et toi, direct, tu rentres du coup en plein dans l'industrie de par l'artiste avec lequel tu travailles, James BKS, à côté, et cette première expérience où je pense que tu rencontres à peu près, énormément de professionnels, pour pas dire tout le monde. Ouais. Et c'est quoi ta première impression vis-à-vis de ça? Après, j'avoue que je fais aussi mon truc à moi, c'est-à-dire que faut se dire c'est une grosse machine et il se passe plein de trucs, mais moi je suis une alternante dans un service. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que je suis la première alternante à m'être déplacée sur le marché, parce que pour moi c'était inconcevable d'être dans la boîte, de bosser sur tous les salons et préparer le terrain pour les gens et pas y être. En fait, personne n'y allait depuis des années. Ça faisait probablement 10 ans qu'ils avaient des alternants et aucun alternant n'y allait. Et moi, j'étais un peu là, en rébellion. Non, si je vous aide et que je bosse, faut que j'y aille. Et j'avais déjà, je pense, quand même, ce truc plus entreprenant que des gens qui peuvent se retrouver en alternance dans des boîtes et qui n'osent pas nécessairement prendre les devants ou s'imposer. C'est quand même un trait de ma personnalité qui a toujours été assez ancrée. Et du coup... je vais pas dire que je leur ai pas laissé le choix, mais en vrai, je leur ai pas laissé le choix. Je leur ai dit, moi, j'ai besoin d'y aller. Et je leur ai même dit à l'époque, je me souviens, si je dois payer mon hébergement et si je dois investir sur le fait de me déplacer sur ces marchés et consolider aussi des relations qui resteront pas, moi qui prépare les trucs comme une gentille petite assistante en alternance et qui me déplace pas sur les marchés parce que du coup, c'est tes boss qui y vont. Ça va pas le faire et ça va pas me plaire. Après, ils ont vu aussi que j'en voulais, que j'y allais. Ouais. Et du coup, j'ai transformé ce truc-là. Donc, en y allant, je dis toujours ça, c'est aussi ce que t'en fais de ton poste, là, en l'occurrence, d'un poste qui n'était pas ultra valorisant sur le papier, c'est comment tu le transformes. Donc,
j'ai pu me déplacer. C'était un peu inédit, il le faisait pas avant. Et j'avais, je pense, déjà cette fibre parce qu'en me déplaçant, j'étais aussi déjà en train de booker des trucs pour James BKS. C'est-à-dire que j'avais mon job que je faisais et sur lequel je respectais les codes, la hiérarchie et le process. Mais on the side, la nuit, s'il fallait faire 27 emails en utilisant un peu, j'avoue, la base de données de la boîte pour caler des rencarts avec l'artiste avec lequel j'avais commencé à bosser, ben, je le faisais. Et du coup, j'essayais aussi de transformer l'opportunité en quelque chose qui devenait déjà un début de projet d'entrepreneuriat. Et je pense, pour revenir sur ce que tu disais sur l'alternance, je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous aussi, aujourd'hui, on travaille avec des alternants et il y a l'émission qu'on se dit quand on va recruter quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un qui veut faire plus, qui veut un peu plus ouvrir de portes, généralement, je pense que la personne, le manager ou le dirigeant, c'est une plus petite structure, ils sont plutôt contents de ça et ils sont plutôt ouverts si le travail est fait derrière et que ça roule, quoi. Donc ça, c'est top. Et du coup, toi, quand tu arrives sur ces salons-là, l'ambiance te plaît, discuter avec les gens, ça te plaît, enfin, l'industrie musicale te plaît directement ou pas forcément? L'industrie, je sais pas ce que c'est à l'époque. Moi, ce qui me plaît, c'est... je pense qu'il y a quand même... À l'époque, il y avait quand même une certaine vibe d'être à Cannes, les Energy Music Awards, des très gros artistes qu'on accueillait. Nous, nos événements on the side qui étaient plus business, mais qui étaient intéressants. J'ai pas forcément la prise de conscience de c'est l'industrie et de ce que ça représente. Je trouve que c'est déjà très cool d'avoir l'opportunité d'être là-bas. Et j'ai une vision assez ressources et assez construction, c'est-à-dire je suis déjà dans comment je peux réfléchir à des connexions, comment elles peuvent servir les intérêts de l'artiste avec qui je commence à bosser, et je vis le truc de façon assez je dirais pas naïve parce que déjà très proactive dans la démarche, mais en tout cas sans m'en rendre compte de l'industrie, il n'y a pas de plan, je sais pas ce que ça veut dire et je sais pas du tout ce que je vais en faire par la suite. Et tout à l'heure, là tu viens de nous parler de connexion, c'est-à-dire que déjà tu avais cette idée en tête de je peux me faire un réseau dans l'industrie, même si je le visualisais pas comme ça, pour mon artiste. Et est-ce que tu te souviens quelles connexions, quelques exemples de connexions que tu as pu faire pour ton artiste? Parce que je pense pour ceux qui nous écoutent, ça peut être hyper intéressant parce que de part, maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs formations dans la musique. Donc en fait, on peut se créer un carnet d'adresses et comment utiliser ce carnet d'adresses pour développer derrière un artiste. Je pense que déjà, mon approche à l'époque, elle était très orientée sur comment lui, il peut développer des connexions qui l'intéressent en tant que producteur de musique. Donc finalement, sans trop connaître tout ce microcosme, pour moi, c'était déjà évident d'aller targeter des gens qui ont un besoin de son. Et donc, quand tu travailles avec un compositeur, à l'époque, s'il n'était pas artiste, il était vraiment compositeur dans une patte de compositeur, très vite, si ton cerveau il va vite, tu te dis quels sont les interlocuteurs qui ont besoin de musique, donc d'un compositeur qui va créer de la musique, peut-être d'un arrangeur ou d'un réal qui va retravailler autour de projets. Donc moi, j'avais quand même compris à ce moment-là, puisque on avait eu le case study de l'aventure américaine, qu'il y avait des éditeurs et que ces éditeurs ils étaient censés faire bosser des compositeurs, qu'il pouvait y avoir des labels ou des artistes en direct à les targeter, pourquoi pas des groupes, des marques, etc. Donc moi mon idée c'était vraiment de me dire il faut que j'aille spotter des interlocuteurs qui vont avoir un intérêt d'écouter la musique d'un producteur-compositeur. Et donc je faisais mes recherches, Google est ton meilleur ami, et tu vas voir ce que les gens font, quel est leur écosystème et est-ce que ces gens-là peuvent être responsives à l'univers d'un artiste producteur. Et quand ils étaient responsives, c'était quoi ta démarche? T'allais leur envoyer un mail, t'allais essayer de les voir en physique? Ouais, j'ai fait beaucoup de mails. Je pense qu'il y a des moments où je pouvais faire entre 100 et 200 mails par jour pour présenter qui il était et dire voyons-nous, rencontrons-nous, je suis à Cannes ou je suis à Paris ou je prépare un Midem et est-ce que ça vous intéresse je faisais énormément de mails. Ouais. Et je vais rentrer dans le détail de ça parce que je pense que ça peut vraiment intéresser beaucoup de monde. Dans le mail, grosso modo, tu mettais quoi? Petite présentation de l'artiste, prise de contact personnalisée? C'est quoi son CV, ses références. La chance, c'est qu'il y avait quand même des trucs assez sexy à mettre sur le papier et rencontrons-nous et discutons de ce qu'on pourrait faire ensemble. Il y avait certainement, si je retrouve des mails de l'époque, des trucs hyper maladroits ou pas hyper clairs, mais en tout cas, la démarche, elle était « Bonjour, je suis un tel, je représente telle personne qui fait ça, son CV, ses rêves, c'est ça, est-ce que ça vous intéresse, est-ce qu'on peut se voir ?» Et de créer directement la connexion et
et de parler de se rencontrer. Et honnêtement, je sais pas, le taux de rétention, peut-être que j'avais une réponse sur 100 mails envoyés. Même avec autant de références, c'est ça qui... Ouais. Je débitais du mail vraiment beaucoup. Ouais. Faire attention à pas trop envoyer, au bout d'un moment on commence à passer dans les spams si on en envoie trop sans réponse. C'est sûr. Mais c'est ça que je trouve qu'on a vu dans plusieurs profils qui sont passés dans ce podcast-là, c'est de pas avoir peur, voilà, 100 mails, 3 réponses, c'est pas soit 97 refus, c'est 3 opportunités. Et donc de toujours voir les trucs comme ça, je trouve ça, c'est un vrai esprit entrepreneur. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à Après, faire un c'est vrai chemin. qu'avec le recul, l'expérience, et même sur cette route-là, je peux dire que la rencontre physique, elle fait toute la différence. C'est-à-dire qu'une fois que tu connectes avec les gens, si tu as cette capacité-là, moi j'ai toujours été quelqu'un qui aime les gens, n'ait pas peur d'aller parler aux gens que je ne connais pas, de créer du lien. Et je pense que c'est particulièrement le cas en France, peut-être versus d'autres pays. Les gens ont besoin de connecter avec toi physiquement, visuellement, de te rencontrer. Et donc, comment tu crées ce truc-là? Les marchés, les salons, à l'époque c'était le Midem, il y en a plein, il y a le MAMA, il y a des salons à l'étranger, à l'international, beaucoup de festivals où il y a des pros. Je pense que c'est toujours aussi accurate de se dire que ça fait la différence dans ton démarchage, ou en tout cas dans ta création de réseau. C'est-à-dire que rencontrer quelqu'un et prendre un moment pour avoir un eye contact, lui expliquer ce que tu fais ou ce que tu peux faire pour lui, ou comment ensemble vous pouvez écrire quelque chose, ça remplacera jamais un mail. Et c'est se donner aussi les moyens de créer ces connexions en se déplaçant, en allant sur des salons et en rencontrant des gens. Clairement, le contact physique, le contact humain, il est irremplaçable malgré tout le digital qu'on a aujourd'hui, surtout pour la partie professionnelle. Et du coup, toi, tu finis cette alternance-là. Du coup, à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà monté une structure avec ton artiste ou pas encore? En fait, non, on bossait déjà ensemble pendant ces années-là. Et moi, je me fais débaucher avant la fin de mon alternance par une boîte un peu concurrente à celle-ci qui s'appelle TV France International, qui fait le même type de salon, mais plutôt orienté sur les distributeurs de programmes télé à l'international. Et c'est où je remplace en fait la responsable du service qui part en congé maternité pendant 1 an. Et du coup, il me débauche. Il te débauche de ton contrat d'alternance, c'est ça? Ouais, c'était très bizarre parce que j'avoue que je bluffais pas mal et en gros, je devais valider un stage de 6 mois pour valider mon année. Ce stage de 6 mois s'est transformé en CDD d'1 an. Et du coup, sur mon CV, il y avait la boîte qui était un peu le leader dans le domaine de l'organisation de salons. Eux, ils avaient vu ça sur mon CV, mais j'étais ultra junior, même si je bluffais bien. Et du coup, ils m'ont recruté pour remplacer une responsable d'un service de 3 personnes. Et avec un certain aplomb, je leur ai pas vraiment dit que je terminais une année scolaire. Je leur ai plutôt dit, j'ai bossé 2 ans chez Reed Midem, là je suis sur le marché du travail, let's go. Et du coup, ils m'ont recruté pour remplacer cette personne. Et pendant cette année de CDD, c'est là où j'ai monté la boîte, en parallèle. Donc tu te décides, avec l'artiste avec lequel tu travailles, de monter une structure à ce moment-là. Exactement. Et tu te souviens, c'était, je suppose que oui, mais c'était quel type de structure? Alors du coup, la première structure qu'on a montée, déjà on l'a montée à Londres et pas en Angleterre et pas en France, pour des raisons assez random de rencontres avec des gens qui nous ont conseillés, qu'on a suivis, et ça s'est fait sans trop de calculs stratégiques. Et c'était une boîte d'édition, puisque la première mission de la création de cette boîte, ou en tout cas l'objectif, c'était de récupérer ses droits, qui était en partie aux États-Unis sous Universal Los Angeles, puisqu'il avait été signé dans ce fameux deal un peu foireux, dont il n'était pas très content. Et donc, on a monté cette structure pour déjà que toutes ces nouvelles créations puissent être... qu'ils puissent détenir ces masters et ces éditions au sein d'une boîte. Donc l'essence de la structure au démarrage, c'est ça. C'est que lui, qui est un créatif, auteur-compositeur, signé dans un deal américain qui nous a mis officiellement 2-3 ans à sortir, on the side, tout ce qu'on allait faire en attendant la signature, la fin du deal officiel, on puisse rapatrier les œuvres et pas les laisser à des gens qui n'allaient pas les bosser.
Et avant ce moment-là, vous bossiez ensemble, lui il était sous le label américain. Ouais. Et du coup, c'était juste à titre... Moi, j'étais un peu sa manager / commerciale, c'est-à-dire que l'idée, c'était d'aller lui trouver des opportunités, mais sur un segment de son business qu'il n'avait pas du tout développé aux États-Unis, qui était la musique à l'image, telle qu'on l'appelle. Donc, de pubs, de films, de séries, de courts-métrages. Et donc, c'est ça qu'on a développé en grande partie tous les deux. Et du coup, ça, c'est sur une autre structure aussi que vous alliez monter par la suite? Non, tout ça, c'était sur la même boîte. Okay. Sur la boîte d'édition? Boîte d'édition, ouais. Qui en fait est rarement juste une boîte d'édition. Hein. Ça englobe, en gros, c'est une boîte d'édition, de production, c'est des studios, c'est des statuts qui sont assez larges pour te permettre de développer plusieurs activités autour de la musique. C'est le cas aussi sur la boîte qu'on a montée 2 ans plus tard en France, qui est production et édition phono. Ça, c'est ta main activité, mais dans lequel tu peux regrouper des services assez variés autour de la musique qui sont un peu tes activités secondaires. Et à ce moment-là, toi, tu avais aussi ton expérience à côté, mais sur cette activité-là, tu commençais à gagner de l'argent ou pas encore? Les premières années, on va dire les 2 premières années, on rentrait quand même des projets. Après, moi, j'ai eu la chance dans la transition d'avoir ce fameux job en CDD pendant une année où j'avais pas besoin de gagner de l'argent en plus de ce contrat-là pour mettre le pied à l'étrier, monter la boîte. On était assez raccords tous les deux qu'il fallait y aller, investir, développer et qu'on se paierait quand on pourrait se payer, que ça allait peut-être prendre 1 an, peut-être 2 ans ou peut-être plus. Donc la première année, j'en avais pas besoin. Les 2 années qui ont suivi, j'ai eu de la chance. J'ai fait toutes mes études en alternance, puis le CDD, donc j'ai eu le droit au chômage. Donc pendant 1 an et demi, après ma sortie de cette opportunité-là, j'avais des revenus. Donc en fait, pendant 3 ans, on ne se préoccupait pas vraiment de savoir comment on allait vivre de notre business. On se préoccupait plutôt de développer au max le business en faisant rentrer de l'argent. Donc on faisait rentrer de l'argent, mais en réinvestissant et en développant. Et pas en se disant que j'allais vivre de cette structure. Et ça a été la même chose pour James, mon associé. On ne se disait pas que cette boîte, on l'a montée par nécessité d'en faire une source de revenus qui allait nous permettre de générer un salaire. On était assez conscient qu'il fallait peut-être déjà se donner du temps. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand tu parles de réinvestir, c'était quoi les premiers gros investissements sur la boîte? Déjà, les premières sources de rentrée d'argent, ça a été sur de la musique originale de pub. Donc nous, on s'est vraiment spécialisé dans ce créneau-là, ce qui a été d'une certaine façon c'était pas plus facile, hein, parce que c'est un milieu très fermé, c'était assez compliqué de pénétrer ce réseau-là. Mais contrairement au disque où parfois il faut attendre des revenus de droits d'auteur ou il faut attendre de voir si le projet va marcher, nous, on nous commandait de la musique originale pour un contenu de marque. Donc parmi les premières pubs et les premiers contenus de marque qu'on a fait, il y avait du Clarins, principalement des marques de cosmétiques françaises, de beauté, de luxe ou de mode. Et ça, comment tu te positionnes sur des projets comme ça? Est-ce que c'est toi qui démarches? C'est des réponses à l'appel d'offres? C'est complètement moi qui ai démarché. Hein. Okay. Les fameux 100 mails ou 200 mails que je faisais par jour sur lui faire rencontrer des gens. Dans l'eau, il y avait des réals, des agences de pub, des prods, tous les gens qui pouvaient être susceptibles de vouloir produire de la musique. Et je targetais hyper large. Et c'est en faisant tous ces mails, parce que je suis partie vraiment d'un réseau zéro. C'est-à-dire, je suis hors d'école, c'est pas mon domaine, j'ai pas de famille qui bosse là-dedans. Et donc, tout a été uniquement du démarchage, du réseautage et de la création de carnets d'adresses basés sur des mailings en disant si vous avez besoin d'une musique, moi j'ai la bonne personne pour créer de la musique pour vous. Et une fois qu'une personne te rencontre, voilà, t'envoies un mail, t'as un retour, tu fais une première rencontre et elle te dit pourquoi pas bosser sur tel projet de pub. Comment ça se passe concrètement? Ça veut dire que est-ce que la pub est déjà créée, vous créez la musique après? En général, oui, mais il y a quand même autant de cas de figure que de projets. C'est-à-dire qu'on peut arriver à l'étape d'un mood board où on imagine ce à quoi va ressembler la pub qui n'a pas encore été shootée. Donc là, tu travailles sur des planches, sur des mood boards. Et donc, il faut que tu te projettes un peu. Il faut que tu aies la capacité de te projeter sur ce que ça va donner une fois que ce sera filmé parce que le tournage n'a pas eu lieu. Quand tu es sur du long métrage, bon, ça on n'en a pas fait tout de suite, mais là tu récupères un scénario et donc tu dois lire comme tu lis un livre et imaginer ce que la musique voudrait pouvoir traduire de ce que le réalisateur a écrit ou le scénariste a écrit. Et il y a aussi bien sûr des cas de figure beaucoup plus
straightforward où la pub existe déjà, elle a été montée ou en tout cas déjà tournée. Et là, ils veulent une musique, ils ont une ref, le monteur l'utilise et ensuite tu vois pas grand-chose. Ou alors, tout est déjà là et toi, il faut que tu te cales sur un montage plus ou moins défini où ils recherchent une musique. Donc il y a vraiment plein de scénarios. L'idée, pour nous, c'était de matcher tous les scénarios possibles en essayant d'avoir une proposition artistique et une identité sonore différente de ce qui existait et des gens qui étaient déjà positionnés sur notre industrie qui n'avaient absolument pas le même profil que nous. Oui, bah, je suppose que vous étiez vraiment différents. Ce duo devait être différent sur plein de points. Complètement. Et moi, ce que je me demandais vraiment quand je regardais toutes les pubs que vous avez pu faire, mais est-ce que quand on crée une pub, on va challenger, je suppose, plusieurs boîtes d'édition pour trouver le bon son, ou est-ce que parfois ça vous arrivait, tu me disais qu'il y avait plein de cas de figure, ou parfois ça vous arrivait que ils vous choisissez vous, et après il y a de la réitération, mais c'était que vous sur le projet. En général, plus le projet est important, plus tu es quand même mis en compétition. La plupart du temps, quand tu es sur des gros spots de pub, voire même sur des séries ou des films, il y a toujours une compétition. Si les gens qui sont à l'origine du projet ils sont un peu sensés, c'est une compétition quand même resserrée, c'est-à-dire qu'on va pas shooter un brief à 25 personnes qui sont hors sujet, on va déjà faire un targeting des gens qui sont pertinents, et généralement, tu es 2-3 compositeurs, parfois 2-3 studios, qui chacun vont proposer à leur tour 2 ou 3 profils de compositeurs. Donc il y a quand même une notion de compétition. Nous, on a vraiment démarré avec une forte notion de compétition parce que le scénario bis, c'est on vient te chercher pour toi parce que tu as déjà une patte, parce que tu n'as plus rien à prouver et je te veux, ou le réal te veut, ou le réal t'impose parce que tu as déjà créé quelque chose. Ça, évidemment, quand tu démarres, ça n'arrive pas. Et donc, ça arrive quand tu solidifies des liens avec un entourage et que ces gens t'ont testé plusieurs fois et qui se disent, bon, là, j'ai pas forcément de temps à perdre à tester 3-4 mecs de la place de Paris ou différents types de studios. Et je sais que ça va délivrer. Je me suis déjà fait les dents avec eux. Ça fonctionne, on y va. Et quand ça fonctionne, on y va... ça prend quelques années avant d'arriver, et c'est aussi sur des projets qui souvent ont moins d'enjeux. C'est-à-dire que le gros film, la grosse série ou le gros spot, même quand tu es en place encore aujourd'hui, la notion de compétition, elle va toujours exister, et heureusement. Oui, c'est ça qui te permet de te pousser vers le haut. Et c'est fou, mais ça fait partie du jeu. Mais parfois, je suppose, tu passes des mois, des semaines à bosser sur un projet. En fait, c'est pas toi qui es pris. Donc, en fait, c'est énormément de temps passé. Et je suppose que ça, au début, ça a dû vous arriver plus d'une fois. Ouais, et en fait, sur le moment, c'est difficile. Et après, avec le recul, c'est aussi ce qui nous a permis de développer une librairie. C'est aussi ce qui nous a permis de recycler des morceaux qui n'ont pas été pris dans des compétitions pour les reproposer. C'est-à-dire que tu bosses en janvier sur un truc, ça marche pas, t'es très frustré, t'as bossé 2 semaines. En fait, dans la musique à l'image, en juin, tu peux le revendre à une autre marque et double ton fee. Donc au début, il ne faut pas se décourager parce qu'en fait, c'est vraiment un patrimoine que vous construisez, entre guillemets, patrimoine, peut-être catalogue, c'est peut-être plus le terme. Complètement, patrimoine, catalogue, et tout ça, en fait, a une vie et une valeur sur la durée et infinie, quoi. Moi, je me suis retrouvée à replacer des prods sur des films. Encore là, on a bossé sur un documentaire sur Rudy Gobert. Il y a des prods que James avait fait en 2019 ou en 2017 sur des trucs en fait, quand tu te crées ta valeur et quand tu te crées un réseau, finalement, tout ce que tu construis dans les échecs et aussi les bons projets se recycle à l'infini. Et c'est un peu ça le pouvoir de la musique, c'est qu'en fait, ça a une durée de vie illimitée. Ce qui n'a peut-être pas marché dans un scénario il y a 3 ans peut cartonner plus tard. Peut-être que le sample de quelqu'un va sampler le truc qui a fait 1000 streams et en faire un hit qui en fait 50 millions. Donc ça, c'est la magie de la création artistique. Et dans le business, quand tu travailles dans ce domaine-là, les deux sont hyper liés. Ce qui fonctionne pas aujourd'hui peut cartonner demain. Ce qui est compliqué peut totalement revivre ailleurs. Et donc, c'est à toi de
c'est à toi de faire la diff et de créer et de jamais se de la décourager, valeur et surtout. de toujours persister. Ouais. Et en termes de rémunération, quand tu arrives à placer du coup une production, une compo, comment ça se passe? T'es payé à la mission, plus derrière, je suppose tu as des droits d'auteur, si c'est une pub, quand la pub passe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, il y a ce qu'on appelle une prime de commande. Donc, dans la plupart du temps, l'idée, c'est bien de viser ce qu'est la demande du client, qui, déjà, c'est de faire un bon brief avec le client. Parce que avant de parler de l'argent, c'est déjà d'être en mesure de bien cerner son besoin. Et donc ça passe par un brief créa sur lequel tu es obligé d'avoir un échange le plus précis possible pour savoir comment toi tu vas deviser ensuite. Donc je donne un exemple assez cliché, mais un client qui veut faire de la musique électronique sur une base hyper simple de 2-3 sonorités pour jouer avec un truc très saccadé, et tu sais que tu vas le faire en programmation virtuelle, tu vas évidemment pas le deviser comme un client qui va te demander des cordes, et dans le brief tu te rends compte qu'il veut vraiment des vraies cordes et peut-être même un symphonique, et donc déjà c'est ce brief là. Donc ensuite, une fois que tu sais sur quel registre de musique et quels vont être tes besoins réels d'un point de vue de ta prod exé, c'est-à-dire est-ce que je suis sur un piano seul, un instrument seul, voire pas d'instrument réel du tout, juste de la musique en programmation, ou un truc énorme à produire avec beaucoup de musiciens, ça te donne déjà une base. Ça, c'est ce qu'on appelle la prime de commande, ou la valeur de création originale de la musique. Ça, c'est un budget. Donc il faut qu'il y ait un bon rapport entre comment tu produis cette musique et combien tu la vends. Et ensuite, il y a la notion de droit. Donc dans la pub comme dans le film, en fait, il y a une valeur supplémentaire qui est l'usage. C'est-à-dire que la prime de commande, tu as créé, tu as livré, mais ensuite, il y a aussi le paiement de l'exploitation de cette musique qui varie selon les supports sur lesquels tu l'exploites. Donc, ce n'est pas les mêmes budgets quand tu es sur du digital, même si le digital a beaucoup évolué, les budgets du digital ont beaucoup évolué, parce que maintenant, finalement, c'est plus fort que la télé, et ça va être encore plus vu et exposé que la télé. Mais tu rajoutes comme ça des tiroirs selon les usages que tu vas en faire. La musique, elle va être exploitée uniquement sur Internet, ou peut-être aussi en télé, ou peut-être aussi au cinéma, ou peut-être aussi en radio, ou peut-être, pourquoi pas, dans un lieu. Et donc tout ça, c'est des droits supplémentaires que tu rajoutes à ton devis. Et ensuite, si tu as l'opportunité, parce que c'est pas toujours le cas et c'est de moins en moins le cas aujourd'hui, de conserver tes droits d'édition, là je parle pour le volet business et pas pour le volet compositeur, lui il touchera évidemment ses droits d'auteur. Moi, sur le volet business, est-ce que je vais pouvoir être éditrice de cette musique ? Ça dépend des cas de figure, parce que de plus en plus d'annonceurs, de producteurs et de clients en général sont aussi des éditeurs, ou tendent à vouloir être des éditeurs, et donc vont garder cette partie des droits-là. Ok. Donc là, il n'y aura pas ta boîte d'édition qui obtiendra les éditions. Si tu travailles avec moi, il y aura ma boîte d'édition, parce qu'on va forcément faire une coédition, tu vois. Mais il y a des cas de figure pour des jeunes compositeurs ou pour des profils un peu plus novices, où tu vas pas forcément avoir aussi les revenus éditoriaux, ce qui, sur une très grosse pub télé avec un gros plan média, et fait aussi la différence dans le scénario de comment tu construis ta valeur de patrimoine et comment tu développes ton business. Et par exemple, prenons l'exemple d'une pub qui passe à la télévision. Donc, plus elle passe, plus tu, je pense, gagnes de l'argent vis-à-vis des droits. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une différence entre la valeur d'une grosse pub versus une petite pub, ou c'est juste le temps de passage à la télé ? Alors, il y a plein de paramètres. Le premier paramètre, c'est déjà de savoir si tu as fait une musique originale ou si c'est une musique préexistante. Donc, la synchro ne rapporte pas autant qu'une création de musique originale. Ensuite, il y a les chaînes sur lesquelles elle va être diffusée. Donc TF1, M6, Canal ne rapportent pas pareil que des chaînes du câble comme, je sais pas, BFM ou Sénat TV, tu vois, c'est pas les mêmes revenus. Et ensuite, il y a l'heure de diffusion. Et ensuite, c'est évidemment le volume. C'est-à-dire que si tu es sur un plan média où tu sais que ta pub, elle va être matraquée 20 fois jour sur des grosses chaînes tu vois, des chaînes principales type TF1, Canal, M6, à raison de 20 fois par jour sur un plan média de 3 mois, c'est la récurrence. C'est évidemment pas la même chose que si, par exemple, tu as une grosse pub, mais qui va avoir une durée de vie très short parce que c'est, je sais pas, un truc très spécifique pour mettre en avant
un produit qui va s'étendre sur 2 semaines et ensuite la musique va plus être exploitée. Donc il y a pas mal de paramètres. T'as pas mal de paramètres, et les gros, du coup, c'est récurrence et audience, je pense. Ouais, exactement, en gros. Et après, tu as évidemment la durée de la musique qui a un petit impact aussi. Oui. Plus tu passes longtemps sur ta pub, plus... Exactement. Si tu as composé un truc de 3 secondes qui est un jingle, ou si ta musique, elle fait 25 secondes toute la durée d'un spot, ça rémunère aussi pas de la même façon. Et du coup, à côté de cette boîte d'édition, tu nous en parlais tout à l'heure, vous avez monté aussi une boîte de production. Ouais, production et des studios. Alors le scénar, c'est que quand même pendant 3 ans, on a bossé dans un studio qui était chez moi, qui faisait 30 mètres carrés, et que notre premier stagiaire, il venait bosser chez nous dans notre salon qui devait en faire 10 ou 11. Sur Paris ou sur Londres, ça ? Non, sur Paris, Okay. en banlieue parisienne. Et donc ensuite, on a pris des bureaux où on sous-louait des studios, puis on a sous-loué un studio dans lequel on a eu un petit espace bureau, puis on est revenu sur un coworking, et en fait, ça a beaucoup évolué, mais on a toujours aussi eu ce besoin de travailler avec, autour d'un aspect technique qui était les studios d'enregistrement. Donc il y avait les éditions, la production, très souvent les studios dans notre business model, et puis bien après, depuis 5 ans, le label qui s'est greffé à cette activité-là. Et la partie studio, vous l'exploitez comment ? Que en interne ou aussi en termes de location ou autre ? Disons plutôt pour les clients de la pub. Donc très souvent, quand tu fais une musique pour un film, on te demande aussi de gérer ce qu'on appelle la post-production. Donc ça peut être l'enregistrement d'une voix off. Et avant ça, pourquoi pas le casting de la voix et le mix, le sound design s'il y en a. Donc ça nous permettait d'être aussi... on rentrait par le côté artistique musique, mais on arrivait aussi à se positionner sur l'aspect plus technique. Et les studios, ils étaient une base pour ça, puisque très souvent les clients dans la pub, ils s'adressent à des studios son qui viennent chercher pour l'aspect musical, que ce soit de la création ou de la recherche de musique connue, mais aussi pour gérer l'aspect technique. Donc assez vite, on a eu besoin de trouver des configs de studios d'enregistrement. Et là, depuis 5 ans, on est installé dans nos bureaux et on a créé nos propres studios d'enregistrement pour être complètement en autonomie. La plupart du temps, c'est plutôt pour des clients de la pub ou de l'image de manière générale, séries, docu, films, pub. Mais on a aussi des artistes qui viennent rec, mais c'est plutôt interne. On peut les louer, et quand on les loue, c'est plutôt friends and family. On connaît un artiste qui est de passage à Paris, où il y a quelqu'un dans notre réseau qui en a besoin, et du coup, il va utiliser nos studios. Mais c'est pas un business de studio d'enregistrement à part entière où on cherche à faire de la location à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Ça a jamais vraiment été dans notre ADN. C'est plus pour être plus complet sur votre offre d'édition. Exactement, ouais. Pour être plus complet et autonome. Le plus autosuffisant dans notre business. Et donc c'est uniquement vos équipes qui travaillent en tant qu'ingé son ou dans exactement. les studios. Ouais, exactement. Et à côté de ça, du coup, la partie plus production, plus label, comment elle est venue ? Aujourd'hui, il me semble, quand j'ai fait mes petites recherches, vous produisez uniquement James BKS. Est-ce que ça a tendance à évoluer, en production 360, en tout cas, il y a que lui. Parce que le label, il a combien de temps ? Il a été créé il y a combien de temps ? Le label, à proprement parler, il est né il y a 5 ans. Et il y a 10 ans, on a déjà voulu produire des artistes avec James, puisqu'il est revenu à cette essence-là après avoir créé de la musique pour des films, des marques, des longs métrages. Et on a voulu produire 2 artistes et on s'est un peu cassé les dents. Ça s'est pas bien passé. Donc on a un peu éliminé ce scope-là de notre business. Et finalement, c'est via lui qu'on y est revenu sur son propre projet, parce que les frustrations justement de ne pas avoir forcément réussi à le faire avec des artistes qu'on a tenté de produire. Et c'était quoi les principales, pour revenir à ce sujet-là ? Parce que parfois c'est sympa aussi de voir les échecs dans un plan de carrière ou d'entrepreneuriat. C'était quoi les principales faits qui ont fait que ça n'a pas marché, quoi ? Je pense qu'on était... Il y avait déjà pas mal de manque de connaissances, d'expérience. Nous, on était assez... On était dans un schéma de créer, produire, faire avancer des choses en attendant... Enfin, je dis toujours, quand tu fais plus que l'artiste ou quand tu t'impliques plus qu'un artiste, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que oui, le producteur, il a beaucoup de responsabilités, il doit apporter beaucoup de choses, mais déjà fondamentalement, dans l'esprit d'implication,
Si toi, en tant que manager ou producteur, t'es plus impliqué que ton artiste et que c'est à toi de l'appeler pour lui dire là il faut que tu viennes au studio, il faut que tu viennes faire de la promo, ou il faut qu'on rentre dans une phase de développement, c'est compliqué. Et nous on a mal su gérer ça. Je pense que c'est des scénarios que tous les producteurs rencontrent. Moi je l'ai entendu depuis des dizaines et des dizaines de discours sur des producteurs qui à un moment donné se sont heurtés à un artiste dont ils avaient l'impression qu'ils ne s'impliquaient pas de la bonne façon. Et nous, on était un peu jeunes et immatures sur cette manière de gérer les choses. Et ou alors, on a été suffisamment intelligents pour arrêter dans les... Sans trop perdre de temps. Sans trop perdre de temps et d'argent. Mais ça ne marchait pas parce qu'on avait l'impression de donner beaucoup trop d'énergie dans des projets où les artistes... n'étaient pas forcément à fond et du coup il y avait un décalage qui s'est créé et le fossé il a grandi et je dis pas que nous on était à fond et qu'eux ils faisaient rien, mais je pense que c'était de l'humain qui a moins... Ça a moins matché avec l'humain. Ça a moins matché et du coup on s'est dit arrêtons tant qu'il est encore temps. Et en plus je pense qu'à ce moment-là l'autre activité commençait à bien marcher. Et du coup, il y a aussi un jeu de votre temps, il n'est pas illimité, peut-être allouer notre temps sur... Non, l'idée, c'était justement de se dire que l'argent qu'on gagne dans la pub, c'est intéressant qu'à un moment donné, on produise des artistes et qu'on le réinjecte. C'était juste pas un bon match de personnalité et c'était pas un bon timing probablement, parce que en fait, quand t'apprends en même temps quand t'apprends ton métier en même temps que les gens... faut que ton binôme il soit hyper fort. C'est-à-dire que James et moi, ça a marché parce qu'on avait les mêmes objectifs, qu'on était tous les deux très travailleurs, qu'on avait beaucoup d'ambition. Donc ça marche et tu peux apprendre en chemin, main dans la main. Quand tu apprends un métier avec quelqu'un avec lequel ça fusionne pas de la même manière, bah forcément, il y a des choses qui vont pas cliquer et connecter de la bonne façon et on était assez jeunes dans cet aspect du business. On avait déjà un peu de bouteille dans le reste, mais produire des artistes, c'est pas produire de la musique pour de la pub, ni pour du film. Et il faut que le mariage, il soit smooth, il soit simple, il soit assez organique. Je pense que quand ça marche pas, c'est qu'il faut pas trop persister. Ouais, quand le contact humain il marche pas au bout d'un moment, c'est comme avec un associé ou autre. Exactement. Ça n'a rien de perduré. Ça et doit du être coup, fluide. 10 ans après, vous décidez de vous relancer un peu dans cette aventure, ouais. Mais cette fois-ci, comme tu nous disais, on n'est jamais servi par soi-même, et donc du coup, avec l'artiste et ton associé, James BKS, Ouais. Et tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur ça ? Écoute, l'histoire avec James, elle est assez particulière. Donc je disais, il y avait un contexte de frustration parce qu'on n'a pas forcément réussi à produire ce qu'on voulait avec des artistes. Donc il s'est dit, je vais maintenant faire de la musique qui n'est pas pour les autres et qui n'est pas de la commande pour des films. Donc qu'est-ce que je fais si j'ai envie de créer pour moi et d'amener ma patte, mon ADN ? Donc il a fait un son qu'on a beaucoup aimé. On s'est dit, on sait pas trop ce que ça va donner, parce qu'il y avait un morceau fort qu'on trouvait bien, mais on se projetait pas encore sur un label, un album, devenir un producteur à part entière de phono. Et on a fait ce qu'on a toujours su faire, c'est-à-dire mettre les mains dedans et y aller et se donner de la valeur nous-mêmes, parce qu'il faut pas attendre que les gens viennent te la donner. Donc on est parti clipper ce morceau tout seul. Au Gabon en plus, tu vois. Et quand on part là-bas, on fait la rencontre d'un gars qui produisait Davido, Tiwa Savage, des gros artistes afrobeat du Nigeria, du Ghana, et qui dit mais le son il est dingue, mais qu'est-ce que vous foutez ici au Gabon, parce que lui bossait beaucoup avec la présidence à l'époque. Et il me dit je peux écouter le son, je peux voir le clip. Donc on lui montre ce qu'on est en train de faire. Il fait ouais, c'est génial, j'aimerais bien bosser avec vous, je trouve que c'est super. On rentre en France, on garde le lien avec lui. On est sur le point de drop le son un peu tout seul en se disant on va voir ce que ça va donner. Finalement ce mec connaît Idriss Elba, truc improbable. James se dit je vais faire un remix du morceau, ce serait cool que Idriss Elba le produise, parce qu'il le connaissait en tant que DJ producteur autant qu'en tant que acteur, on va dire, personnalité du monde du cinéma. Et le truc va très vite. Le mec qu'on rencontre au Gabon fait un texto à Idriss avec le morceau. Le gars dit mais tiens, il est ouf ce morceau, c'est qui le gars qui a produit, j'aimerais bien le rencontrer. Le mec lui dit c'est un producteur, il est à Paris, ok, je viens à Paris la semaine prochaine, j'ai envie de le voir. Donc Idriss Elba déboule dans nos bureaux,
Il nous dit mais c'est ouf, j'adore le son, ça ressemble à rien de ce que je connais, est-ce que tu as d'autres sons, comment je peux vous aider? Et il s'avère qu'on coproduit James et qu'on fait une JV, donc en fait sa boîte et notre boîte produisent l'album qui sera le premier album de James. Et le truc démarre de manière assez improbable comme ça, où ton coproducteur c'est Idriss Elba, et toi t'étais juste là en train de te dire je vais drop un son sur TuneCore et on verra ce que ça donne. Et donc on se retrouve à rentrer dans un marché UK, à faire des rendez-vous avec Idriss Elba chez Spotify à Londres, et à rentrer dans une énorme playlist, à faire 1 ou 2 millions de streams sur un premier son qu'on drop en tant que label. Et ensuite, l'aventure va continuer, on va avoir des super feats, on va développer cet album-là, et on va réapprendre finalement 10 ans après notre métier d'une autre façon. C'est-à-dire que d'un point de vue juridique, sur le volet publishing, sur le volet client, on est quand même assez rodé. On a fait des longs métrages, des séries, des pubs, faire des devis, gérer des contrats, et surtout gérer une économie et commencer à faire du chiffre d'affaires, du volume, etc. Ok, on sait le faire. Être un label de musique à part entière qui drop des albums, c'est nouveau, c'est hyper excitant, et on refait tout comme à l'époque, puisqu'on n'est jamais passé ni lui ni moi par la case, d'une certaine façon, formation, ou par la case maison de disque, ou par la case expérience dans le dur. Donc on le fait, et en le faisant, il n'y a rien de mieux et il n'y a rien de tel pour apprendre ton boulot, et puis surtout maîtriser tous tes aspects de façon full. C'est-à-dire que t'es producteur, t'es éditeur, tu essayes de placer la musique sur des pubs parce que c'est aussi ton réseau. Donc on se retrouve finalement à redévelopper une économie autour de ce label-là par le prisme de James. Et avec l'aide d'Idriss Elba, du coup... Ouais, un petit peu. Et ça, quelle est son aide, du coup, là-dessus, quand il vous a dit, voilà, en quoi je peux vous aider, vous vous êtes dit, il nous manque quoi? Fais-nous un chèque de $1 million, ça va aller. Non, pas du tout. En vrai, on a vraiment monté... Il n'y avait pas de rapport d'argent, il y avait un rapport de bienveillance et un peu de parrain ou de grand frère qui te dit... déjà, qu'est-ce qu'il pouvait faire? De toute façon, nous... toute aide supplémentaire était déjà une plus-value dans cet aspect-là du business qu'on ne connaissait pas. On va pas se mentir, aujourd'hui, entre signer avec quelqu'un de cette renommée-là qui a son réseau et ses connexions versus signer dans une maison de disques, il n'y avait pas photo. Déjà, dans notre ADN, il n'y avait pas photo parce que ça nous correspondait beaucoup plus. On a toujours prôné l'indépendance et on a toujours fait les choses tous les deux from scratch. Et il a un network de fou, et je veux dire, je donnais l'exemple de faire un rendez-vous chez Spotify à Londres. En fait, tu vas dire à des curateurs de Spotify, je viens faire un rencard pour parler d'un artiste, James Beckes, que les gens connaissent pas, mais par contre, le mec qui prend le rencard, c'est Idriss. T'as le rendez-vous quand même plus facilement. Là, c'est 100 mails envoyés, sans réponse. Ouais, c'est ça. C'est que ça. Et puis les connexions artistiques aussi, tu vois. On a bossé sur des singles où lui, en un coup de fil, il a dit Little Sims, c'est une super rappeuse UK, on kiffe musicalement, tu la veux sur ton track, vas-y, je l'appelle, et en fait, elle vient parce que le mec, il a une aura, parce qu'il a une carrière, parce qu'il est respecté et qu'il a la possibilité de faire venir des gens que peut-être Universal, Sony, Warner feront pas venir dans ton studio. Donc ça nous a aidé sur le networking, ça nous a aidé sur certains contacts business, et après c'est surtout humainement, ça a été une super aventure, expérience. C'est un peu un mentor quoi, qui vient et qui met une petite pierre sur ton, tu vois, qui vient mettre une pierre à l'édifice et qui peut t'aider sur plein de biais, changer la donne. Des fois pas sur plein de biais, des fois juste sur un petit biais, mais ce petit biais-là, t'en avais besoin. Et toi, du coup, t'as ton activité d'édition, t'as ton activité de production, tu fais aussi plein de choses, on n'aura pas le temps de tout balayer, mais comment tu fais pour organiser tes journées, tes semaines, tes mois? Est-ce que t'as une technique ou tu fais au feeling? Ouais, j'ai tout dans la tête.
Alors ma technique, elle est très mauvaise, mais je suis un robot de compartiment dans mon cerveau. Je prends des notes sur mon téléphone, mais je suis pas la meilleure conseillère pour venir avec des plans super brevetés ou idéal, parce que j'ai plein de compartiments dans mon cerveau. J'ai une super équipe maintenant. On est 5 au bureau, donc j'ai aussi des gens qui m'aident énormément. J'essaye de faire des plannings, des boards et de faire en sorte que pour les autres, les choses soient un peu fluides. Mais en vrai, j'ai plutôt un cerveau à 90 compartiments qui est assez structuré et je sais tout ce que je dois faire et j'oublie rien et je suis très... Et du coup, l'effort que je fais depuis que j'ai des équipes, c'est de mettre ça sur des papiers, sur des boards pour qu'ils comprennent ce qu'il y a dans ma tête. Mais en vrai, apprendre à déléguer, je pense. Tu vois, dans le challenge et dans la bonne notion de faire avancer ton business et de faire en sorte que les choses, elles évoluent dans le bon sens. Aujourd'hui, c'est ça, l'aspect à la fois challenging et satisfaisant, c'est de se dire que toi, tu peux te concentrer sur certains aspects du job que tu maîtrises et sur lesquels tu as l'impression d'être très pertinent parce que tu as des gens qui peuvent t'épauler sur certains autres aspects, pas nécessairement que tu n'as plus envie de faire, mais qui sont juste pas ton meilleur domaine d'expertise et là où tu vas être la plus performante. Okay. Et un petit Google Agenda quand même pour les rendez-vous? Oui, quand même. Okay. N'abusons pas. Google Agenda, la base, un petit de temps en temps, au-delà des notes iPhone, des petits boards au bureau où tu te notes les points essentiels. On démarre tout, on essaye. Elles vont peut-être se dire que je mens parfois parce que je le respecte pas toutes les semaines, mais le lundi, on essaye de démarrer par c'est quoi les grands objectifs de la semaine. Et il y a cette tradition un peu chez moi de faire des grands récaps du vendredi où on se fait un point sur toutes nos avancées, on fait des mails avec des codes couleurs et tout ça. Il y a quand même un minimum d'organisation. Mais moi, en tout cas, mon organisation perso, elle est très structurée dans ma tête et j'ai pas nécessairement toujours besoin de la mettre sur papier. Je le fais. Oui, ta priorisation de tâches, ton organisation de tâches, tu le fais vraiment dans ta tête. Ouais. Et, ok, super. Et à côté de tout ça, du coup, est-ce que tu arrives à faire le bon équilibre? Enfin, il n'y a jamais de bon équilibre, mais entre vie pro, vie perso, comment tu organises tout ça? Ouais, aujourd'hui, tu dois faire tout ça hyper bien. C'est-à-dire que t'es un peu formaté pour être un espèce de super-héros de ton quotidien qui fait que moi, je suis maman, je suis en couple, enfin, je suis mariée, il y a la société et tout ça doit trouver un équilibre. En vrai, l'équilibre, il se trouve très naturellement. C'est-à-dire que les 10 premières années de ma vie où j'étais pas maman, tout était dans le business et le week-end, le soir, les 5 premières années, on a bossé vraiment comme des fous. C'est-à-dire que il n'y avait pas ce break-là et je pense qu'on n'en avait pas besoin et que ça arrivait aussi très tôt dans ma vie. Donc j'avais ce jus et je pouvais tout donner. Et donc il y a vraiment des étapes de vie. C'est-à-dire que de 20 à 25 ans, non, il n'y avait pas de place à autre chose. Il y avait très peu de place aux amis, à la famille, à autre chose que de développer Grand Kid et faire en sorte que ta boîte, elle existe et qu'elle se développe bien. Ensuite, tu fais du tri parce qu'entre 25 et 30 ans... tu es en mesure de choisir tes projets parce que ton business, il s'est un peu construit. Donc là, tu essayes plutôt de hiérarchiser tes prios et de savoir dire non et de trouver aussi un peu de temps pour toi et de ne pas t'oublier là-dedans. Et puis ensuite, l'étape un peu ultime, c'est quand tu deviens maman et que là, de toute façon, ton enfant, il ne te laisse pas le choix de très bien gérer ton organisation parce que tu veux lui donner du temps, qu'il a besoin de ce temps-là et que tout ça ensuite s'équilibre très bien et que c'est aussi le moment généralement quand tu peux te le permettre et nous c'est arrivé aussi à ce moment-là où tu peux recruter davantage, donc déléguer davantage et donc tout s'équilibre et s'emboîte plutôt bien finalement. Je pense que en tant que femme, tu as quand même cette capacité d'avoir cette disposition à pouvoir gérer beaucoup de choses en même temps et à faire en sorte que ces choses-là, elles s'équilibrent bien dans ton quotidien pour que chacun de tes rôles trouve une place. Et après, c'est à toi de la créer, quoi. Il n'y a pas de recette et ça dépend de ta personnalité. Moi, j'adore mon boulot, j'adore être au bureau, donc je compte pas mes heures et je suis pas dans une logique de me dire faut que je me stoppe, mais en fait
je me stoppe parce que moi, je veux récupérer mon fils à 18h à l'école, au moins 4 ou 3 fois par semaine. Donc, à part quand tu m'invites à un podcast et que du coup, je loupe la sortie de l'école, je fais en sorte de hiérarchiser mes trucs et de me dire que ça a un impact. Ensuite, tu vois, tu parlais du sport, j'en fais moins, mais tu vois, tout cet équilibre-là se retrouve naturellement quand tu as la chance et la possibilité de pouvoir créer cet équilibre et que tu n'es plus dans une nécessité aussi, tu vois. Tout s'emboîte. Et en ce moment, je pense que ton téléphone il doit sonner je ne sais combien de fois par jour. Mais du coup, tu fais quoi quand tu rentres chez toi, par exemple? Tu le mets parfois en off et tu dis j'essaie de mettre ça un peu de côté et je reprends demain matin le téléphone. C'est dur ça quand même. Ouais. Parce que c'est un peu compliqué quand c'est quelque chose qui... Alors je sais pas si on peut dire que c'est peut-être un leurre de penser que t'aimes ça, donc ça t'affecte pas, donc tu le fais, mais tu le fais pas d'une certaine façon à contre-cœur ou c'est pas un sacrifice, tu vois. Moi, ça me gêne pas de le faire, mais je pense que oui, t'as raison, il faut réussir à créer des limites à tout ça. Les vacances, par exemple, j'essaye de créer des limites à tout ça, c'est-à-dire je vais le checker 2 fois dans la journée, 1 fois le matin, 1 fois le soir, gérer les urgences. Le soir, il y a ce temps que, du coup, le fait d'être maman t'impose, c'est-à-dire que de 18h30 école jusqu'à la fin du dîner, si t'es sur ton phone, de toute façon, ton fils, à un moment donné, il va te le dire. Et moi, il me l'a dit une fois vers l'âge de 3 ans et demi, ça m'a suffi. Tu vois, il disait que son père, son boulot, c'était la musique et que moi, le boulot, c'était mon téléphone. Donc, quand tu disais, c'est quoi le métier de ta mère à 3 ans et demi, il disait téléphone. Ensuite, il a dit ordinateur. Et là, j'ai fait OK. Donc, en fait, c'est peut-être un petit message pour faire en sorte que je cut. Et en vrai, maintenant, je le fais naturellement. Tout ça, c'est de l'apprentissage. Hein. Tu vois, tu ne deviens pas chef d'entreprise, tu ne deviens pas maman. Tout ça n'est pas inné. Et tu le deviens par apprentissage, par aussi beaucoup, je pense, par leçon, tu vois, difficulté, échec, leçon, petite remarque assassine qu'on te lance à l'âge de 3 ou 4 ans. Donc oui, il y a ce timing dîner, sortie d'école où tu cuts ton phone. Après, il est au lit, le fun est ressorti et de toute façon, ça envahit ton quotidien et tu décides ou pas de vouloir le cutter, de l'accepter, de penser que t'abuses ou de dire que t'es assez confortable avec ça. Moi, je suis assez confortable avec ça. Je suis assez confortable avec le fait d'être à dispo de mes équipes, de mes clients, des artistes et que ce truc-là m'envahisse parce que j'ai l'impression que pour l'instant, je le tolère et que je le vis plutôt bien et que ça devient pas et que ce n'est pas encore un sujet compliqué qui me pose un problème. Oui, de toute façon, d'après ce que tu me dis, tu as des sonnettes d'alarme qui se déclenchent quand tu vois que ça commence à être trop compliqué. Du coup, tu vas prendre les devants pour essayer d'éviter certaines choses. Ok, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup pour cet échange. Et peut-être comme petite question de fin que je pose toujours, une personne, pas forcément la personne, mais une personne qui t'a beaucoup inspiré sur ton parcours professionnel. Alors, moi, j'ai un truc, j'ai pas forcément un rôle modèle. Tu vois, je suis pas... j'ai pas eu la chance aussi par exemple, d'avoir un ou une mentor parce que je suis passée de l'école, l'alternance, comme je te le disais, à tout de suite la vie d'entrepreneur qui est arrivée très tôt dans mon parcours puisqu'à 20 ans, j'avais déjà la société, j'avais déjà créé Grand Kid et donc je me suis construit d'une certaine façon seule sur un modèle d'entrepreneur. Dans ma famille, il n'y avait pas forcément des modèles d'entrepreneurs autour de moi. Donc, évidemment, il y a plein d'hommes et de femmes dont j'admire et je respecte leur accomplissement. Mais je dirais que ce qui me nourrit, c'est vraiment les gens qui sont partis de rien. Et donc, souvent, je suis très réceptive au parcours de vie et aux gens qui, peu importe ce qu'ils ont construit, ont vraiment démarré de zéro et se sont faits seuls. Ça, c'est quelque chose qui m'anime et sur lesquels je trouve énormément de similitudes avec les gens, qui soient entrepreneurs, artisans, qui soient, tu vois, qu'ils aient monté leur pâtisserie ou une start-up ou un business qui génère 3 milliards de dollars aujourd'hui. C'est ce truc
c'est cette capacité dans laquelle je me reconnais, je me reconnecte d'avoir démarré de zéro, d'avoir franchi les étapes step by step et d'être partie de rien pour construire. Donc ça, c'est un truc qui, pour moi, est le leitmotiv de femmes et d'hommes puissants que j'ai eu sur mon chemin et qui m'ont nourri par cette capacité de transformer de zéro quelque chose et pas par cooptation ou par... tu vois, par réseau familial. Réseau familial, background, voilà. Disons que je suis moins réceptif à ces profils, alors qu'il y a certainement des gens qui l'ont fait par cooptation, qui sont brillants, mais moi j'aime... Oui, par similitude de parcours, ouais. si tu te ressens plus. Et tu as un exemple ou deux à nous donner voilà, sur des personnes self-made qui sont fait vraiment en partant de zéro, ou voilà, c'en est plein comme, et c'est dur d'en trouver. Franchement, il y en a plein. Autour de moi, il y en a plein. Ouais. Autour de moi, il y en a plein. Je te dis, en bas de ma rue, il y a un mec qui a monté une pâtisserie qui s'appelle Silax, qui est un mec qui est arrivé en France tardivement, qui a aujourd'hui développé son business qui cartonne et qui a démarré de zéro en se faisant... en passant par beaucoup d'échecs dans son parcours. Dans la musique, c'est aussi, ça arrive souvent. Il y a ce truc d'ascenseur social qui peut aller très vite. J'ai plein d'exemples de gens, je pourrais pas tous les citer, mais en tout cas, on se reconnaît entre nous et je leur tire mon chapeau à travers ce podcast pour dire que justement, quand tu te bats et que tu es à fond dans quelque chose et que tu y crois et que tu t'investis énormément, ben peu importe là d'où tu viens et comment tu démarres, tu peux changer la donne et tu peux arriver à faire des grandes choses. Ça ne passe que par la ressource et ça ne passe que par le travail. Donc c'est une valeur à laquelle je crois et à laquelle je tiens énormément, dans laquelle je me reconnais dans les parcours de gens qui ont mis ça en avant dans leur business et dans leur vie. Merci pour cette réponse, ça clôture parfaitement le podcast, je pense. Et encore merci pour ta venue et on se dit à très vite. Merci beaucoup.